Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle de géologie. Hubert Langevin, tu es étudiant à la maîtrise en sciences de la Terre et on est ici aujourd'hui au bord de la rivière Sainte-Anne au Parc naturel régional de Portneuf pour parler des particularités régionales de la géologie de la région. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici dans la MRC? Bien, tout d'abord, il faut comprendre que la région de Portneuf est constituée de deux provinces géologiques. La première province géologique est située plus au nord, avec beaucoup plus de relief. Dans le coin de Rivière-à-Pierre? Oui, exactement. C'est un très bon exemple. Le nom de la province géologique, c'est la province du Grenville. OK. Elle, c'est constituée de roches beaucoup plus magmatiques puis métamorphisées. On peut voir beaucoup de granit, notamment, Oui. puis beaucoup de gneiss aussi. Puis plus au sud, comme ici, on peut voir avec toute l'exposition de la rivière qu'elle nous donne, c'est la plateforme du Saint-Laurent, en fait. C'est beaucoup des roches sédimentaires qui sont beaucoup plus plates. Puis quand on s'en va sur l'autoroute 40, on peut justement voir le contraste entre les deux provinces géologiques. On voit que la plateforme où est-ce qu'il y a beaucoup de strates qui sont toutes parallèles, on va avoir un relief qui est beaucoup plus plat. Puis quand on va rentrer dans la province géologique du Grenville, on va rentrer dans un relief qui est beaucoup plus variable. Plus vallonneux, tout ça. Donc, ça influence énormément le paysage de la région. Là. Donc, on parle du bord du fleuve avec une province géologique plus stable, on peut dire. Les sédimentaires, c'est pas plus stable parce qu'ici, on voit qu'il y a eu des éboulements, il y a eu toutes sortes de problèmes, pas de problèmes, mais d'épisodes géologiques, je dirais, dans notre région. Qu'est-ce que ça peut causer, ces deux provinces-là qui se rencontrent? Bien, en fait, ce que je vous ai parlé, c'est des provinces géologiques qui composent notre socle rocheux. Les plus grands événements catastrophiques, disons, qui sont produits pour les glissements de terrain, les éboulis, c'est plutôt situé dans les sédiments de la partie superficielle du sol. La partie superficielle du sol, c'est plutôt créé par des sédiments comme du sable ou bien de l'argile qui est peut-être une argile sensible, comme on peut la qualifier. Mais ces sédiments-là ils ont plutôt été créés à cause des dernières glaciations. La dernière, entre autres, c'est la glaciation wisconsinienne qui a laissé des vestiges avec la mer de Champlain, entre autres. Puis ça, c'est des sédiments qui peuvent justement être plus à risque de faire des glissements de terrain. Et puis, on en a eu un épisode très, très important ici à Saint-Alban en 1894 où il y a eu un immense éboulis. Est-ce qu'il y a des chances que ça réarrive? Est-ce qu'il y a des catastrophes probables avec notre géomorphologie actuellement? Ça demeure toujours un risque. Je veux dire, nous, on s'établit sur un territoire, on se construit sur un sable, sur une argile qui est là en soi, puis on vient mettre beaucoup de poids, beaucoup de contraintes, on vient faire des excavations, donc on s'expose à un risque, c'est sûr et certain. Il y a aussi les rivières, comme on voit que c'est quand même un fort moteur d'érosion qui va créer beaucoup de pertes puis dans les bas des pentes, donc ça va justement augmenter le risque d'éboulis. Je dirais pas que c'est un facteur comme en 1894 qui s'est produit. C'était assez intense comme événement. Il y a eu un concours de circonstances, il y a eu la fonte des neiges, entre autres, qui a eu beaucoup d'érosion, puis ça a gorgé les sols en eau, donc il y a eu des forts facteurs pour qu'il y ait cet événement-là. Mais aujourd'hui, présentement, il y a le ministère qui cartographie les endroits puis qui zone le risque en soi pour justement peut-être avertir les municipalités pour qu'ils puissent faire des plans d'aménagement puis qu'ensuite de ça, ben, ils puissent conseiller leurs citoyens puis les amener peut-être vers des études géotechniques pour finalement s'assurer qu'il n'y a pas de risque sur leur terrain. La région de la MRC de Portneuf est vraiment habitée par des secteurs économiques qui tirent profit de la roche, justement. La Rivière-à-Pierre, on a des carrières de granit très importantes. À Saint-Marc-des-Carrières, même chose pour le calcaire. Ça vient vraiment des plateaux géologiques dont tu parlais. Oui, exactement.
comme on parlait un peu plus tôt, les granites proviennent de Rivière-à-Pierre. C'est des grosses intrusions granitiques qui peuvent être utilisées notamment pour l'architecture. On voit beaucoup de bordures sur les chemins qui peuvent être utilisées. Donc, c'est une roche beaucoup plus compétente. Puis, il y a des grandes ressources là-bas, notamment parce qu'il y a beaucoup de plutons granitiques. Puis, plus au sud, où est-ce qu'il y a la plateforme du Saint-Laurent, il y a beaucoup de calcaire, des pierres qu'on peut utiliser pour faire du ciment Portland, entre autres. Okay. C'est un type de ciment. Puis ensuite, ben, c'est utilisé dans les bétons, comme pour les infrastructures et autres choses comme ça. C'est ça, donc on a vraiment su dans la région tirer profit finalement de la géologie de notre territoire depuis très longtemps. Oui, exactement. C'est des grosses carrières qu'on a produites. On est exporté un peu partout dans le monde même. Donc, c'est vraiment des belles richesses qu'on a pu tirer de la région de Portneuf. Merci beaucoup, Hubert Langevin, pour ta présence avec nous aujourd'hui. C'est plaisir. Saviez-vous qu'à Saint-Marc-des-Carrières, on extrait de la pierre calcaire depuis près de 200 ans? Selon la tradition orale, c'est un ingénieur de Montréal qui aurait confirmé la valeur industrielle du calcaire de Trenton en 1829. 10 ans plus tard, la pierre s'impose de plus en plus dans les chantiers du coin et un nombre grandissant d'agriculteurs s'improvisent tailleurs de pierre. Le calcaire se démarque notamment par sa couleur uniforme, la facilité avec laquelle il se sculpte et parce qu'on peut en extraire des blocs de grande dimension. C'est en 1930 que l'exploitation minière atteint son apogée. À l'époque, les 4 carrières en opération possèdent une capacité de production annuelle combinée de 500 000 pieds cubes. Saint-Marc-des-Carrières est alors le 3e centre de production de calcaire en importance au Canada. Tommy l'Italien Tessier est un vrai passionné de l'histoire de l'Ibouli de Saint-Alban. On se trouve ici sur le site des Chutes à Gorée, à Sainte-Christine-d'Auvergne, un site qui rappelle beaucoup, un site géologique en fait, qui rappelle beaucoup celui qui a été détruit pendant l'éboulis de 1894. Qu'est-ce qui s'est passé géologiquement lors de l'éboulis? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éboulis, il s'est fait en différentes étapes, si on veut. La première portion a eu lieu un peu en amont de ce qu'on appelait à l'époque les chutes à Gorée, qui était nommé comme ça parce qu'il y avait un moulin à pulpe au pied des chutes, qui a été détruit lors de l'événement. Puis à ne pas confondre avec les nouvelles chutes à Gorée, qui a été simplement renommées comme ça parce que les sites se ressemblent beaucoup. Donc à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? La rivière devait passer par un chenal très étroit, très encaissé avant d'arriver au moulin. Puis ce qu'on pense, c'est qu'il y aurait une première éboulis de sable qui serait tombée dans la rivière, qui aurait fait une embarque naturelle. Puis comme en amont de cette embarque naturelle-là qui s'est formée, la rivière faisait des grands méandres dans une zone très encaissée puis qu'il n'y avait pas de courant, bien l'eau s'est accumulée, puis s'est accumulée, puis s'est accumulée. Puis les falaises qui faisaient les rives de la rivière se sont tranquillement effondrées dans la rivière jusqu'à temps que la digue qui s'était faite dans la rivière là, à hauteur des Chutes à Gorée cède sous la pression de l'eau. Puis là, il y a eu vraiment là, un mouvement là, très puissant, là, très violent d'eau qui a jailli de la falaise de sable, puis qui est venu, là, ça tombait comme dans une espèce de baie, si on veut, au pied des chutes. Puis là, avec le courant de l'embarque qui a cédé, bien là, la rivière est venue frapper une des falaises de sable, puis elle est venue toute, dans le fond, passer entre les couches d'argile sédimentaire de l'ancienne mer de Champlain, puis les couches de sable qui ont été déposées par-dessus, parce que l'eau flottait sur l'argile, ne pénétrait pas dans l'argile ou très peu, puis dans le sable, bien, ça pénétrait beaucoup, donc ça venait creuser par en dessous. Puis ça a fait un gros mouvement de terre là, qui a fait qu'il y a vraiment là, une grande superficie là, de sable qui a glissé puis qui est venu là, refermer la rivière. Cette portion-ci de la rivière est encore quand même relativement encaissée. C'est sûr qu'avec les éboulis, les rives se sont quand même stabilisées, mais comme au courant de l'hiver dernier, là, on en a eu un quand même assez gros, mais beaucoup moins gros que l'époque, à l'endroit qu'on appelle la queue de la poêle. Donc, on voit que c'est vraiment... là, c'est encore instable. C'est encore vivant comme milieu, c'est encore instable, c'est ça, évidemment. On se trouve à côté du monument à la mémoire de cet événement vraiment catastrophique pour la région. Il y a eu des impacts vraiment sur tous les villages autour de la rivière Sainte-Anne. Quels sont ces impacts-là pour la population? Bien, il y en a eu plusieurs, en fait. Là. Premièrement, comme le monument l'indique, il y a 4 personnes disparues qui n'ont jamais été retrouvées.
Puis, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur ferme, leur maison, là, leur terrain lors de l'éboulis, à l'endroit même de l'éboulis. Si on continue après ça, en aval de la rivière, dans le fond, suite à l'éboulis, la rivière a eu un important débit d'eau. Ça a emporté les ponts de Saint-Alban, de Saint-Casimir. Ça a brisé le pont à Saint-Anne-de-la-Parade sans le détruire complètement. Puis ça a affecté aussi beaucoup le pont de la traque de chemin de fer là, à Saint-Anne-de-la-Parade. Puis à Saint-Anne-de-la-Parade, ça a aussi emporté beaucoup de maisons. Là. À un certain moment, on a eu peur là, pour que tout le village, même l'église, là, soit emporté. Avec la coupe des ponts, tout ça, ça a aussi coupé le lien, les lignes téléphoniques avec Saint-Anne-de-la-Parade, Saint-Casimir. Tous les accès, on peut penser à la poste, le ravitaillement, tout ça, c'était coupé. Il a fallu qu'ils fassent un pont de fortune là, à l'endroit où la rivière elle devient le plus étroite à Saint-Alban. Puis aussi, à l'endroit même de l'éboulis, il y avait une île au pied des chutes là, qui maintenant n'existe plus. Mais sur cette île-là, c'était la jonction entre 4 territoires. Donc, Saint-Alban, qui était à l'époque Township d'Alton. Il y avait Deschambault, il y avait la seigneurie de Pertuis, puis il y avait le territoire de Portneuf. Là. Les deux derniers, la seigneurie de Pertuis puis le territoire de Portneuf, vont devenir Sainte-Christine une année plus tard, là, dans le fond. Là. Est-ce que c'est vrai, la légende qui dit que les poissons des chenaux à Saint-Anne-de-la-Parade, c'est à cause de l'éboulis de Saint-Alban qu'il y en a? Bien, en fait, il y a une importante là, quantité de sable qui a été transportée par la rivière. Puis ça a permis de faire un dépôt de sable dans le fond de la rivière à hauteur de Saint-Anne-de-la-Parade, à l'embouchure du fleuve. Puis ça permet aux poulamons de venir frayer dans la rivière. Donc, c'est depuis cette époque-là, en effet, que les gens là, peuvent aller pêcher les petits poissons des chenaux. Ouais, c'est quand même la principale activité économique de Saint-Anne-de-la-Parade aujourd'hui. C'est quand même étonnant de voir que c'est à cause de ça, finalement. Oui, puis c'est ça. Puis à l'époque, toute l'économie a été bouleversée parce que j'imagine. les moulins, les meuneries, tout ça, là, tout ce qui servait du pouvoir hydraulique de la rivière a été détruit. Même l'eau potable aussi des villes, il n'y avait plus d'eau potable, donc c'était vraiment un enjeu. On dit que les pêches dans le fleuve ont été catastrophiques, puis même à un certain moment, au port de Québec, les bateaux ne pouvaient pas accoster parce qu'il y avait beaucoup de débris. Là. L'éboulis, c'était une forêt, dans le fond, qui était emportée par la rivière. C'était une forêt qui était vierge, donc on parle d'énormes arbres là, qui ont été transportés dans le courant du fleuve. Jusque dans le fleuve, finalement. Là. Exactement. Donc, ça a eu un impact sur les activités économiques, mais aussi sur, j'imagine, toute la vie dans les villages. Pendant combien de temps on a senti ces impacts-là auprès de la population? Bien, comme par exemple à Saint-Anne-de-la-Parade, ça a été un peu décalé de la journée là, du 27 avril, de la journée de l'éboulis. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là-bas, c'est les débris qui sont allés se prendre en dessous du pont du chemin de fer. Puis ça a fait comme une embâcle là, de débris de boue, surtout de bois. Puis ça a comme changé le cours de la rivière. Donc là, la rivière est allée gruger les rives où il y avait les maisons. Il y a beaucoup de maisons qui se sont emportées. Donc, on peut parler là, de facilement une semaine à deux après l'éboulis là, que les rives se faisaient encore beaucoup éroder par la rivière. Puis pour ce qui est de reconnecter la ligne téléphonique puis l'eau potable, ça par contre, malheureusement, j'ai pas d'informations là-dessus, mais on peut penser que ça a quand même pris un certain temps là, avant que les choses reprennent leur cours normal. Oui, donc un événement vraiment dramatique pour la région, puis c'est quelque chose qu'on sent encore, en fait, cet impact-là, on le voit sur le paysage, on le voit sur le territoire, et il y a des générations qui s'en ont fait parler par leurs grands-parents. Oui, bien d'ailleurs, où est-ce qu'on est présentement à Saint-Alban, la devise de la ville, c'est « Comme eux, sauf tes frères ». Puis ça, cette devise-là vient directement, dans le fond, de l'éboulis. Elle fait référence à M. Wilfrid Perron, qui est le sauveteur des 14 naufragés, comme on les appelait à l'époque. Dans le fond, c'est 14 personnes qui ont été au cœur de l'éboulis, que leur maison a été emportée, qui ont eu à survivre toute la nuit dans une nuit d'enfer, finalement. Là. Puis là, lui, le lendemain, il les a sauvés avec une barque. Puis les jours suivants, là, il est allé aider à récupérer beaucoup de matériel puis des animaux de ferme là, pour... Oui, parce que les animaux aussi étaient emportés par la rivière, donc c'est vraiment une grosse catastrophe. C'est ça, mais il en a retrouvé quand même un certain nombre qui étaient en vie. Okay. Sauf que comme la rivière est un endroit qui est très encaissé, bien, c'était pas un accès qui était facile. Puis aussi, il faut penser qu'il y a plus de 125 ans, les notions de sécurité, le matériel de sécurité, c'est ça, ça n'existait pas comme ça existe aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Tommy, c'est vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Merci.